Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette conférence du MOOC de la coopération agricole sur le modèle coopératif. On va peut-être attendre encore un petit peu, 1 minute, que les uns et les autres puissent se connecter. Alors on a des participants qui sont maintenant bien habitués aux réunions à distance, qui savent qu'on peut utiliser le chat. On voit déjà des bonjours. Donc, effectivement, n'hésitez pas à vous exprimer via le chat. Et puis, bonjour. Et puis, voilà, posez vos questions, en fait. Nous sommes organisés de façon à ce que… Bonjour. Voilà. Eh bien, écoutez, on va voilà, commencer gentiment. Nous sommes ravis, voilà, de vous accueillir dans cette conférence, qui est la conférence dite de clôture du MOOC, puisque ça fait maintenant 5 semaines qu'avec nous, vous suivez ce MOOC. Donc, c'est un MOOC qui est donné sur FunMOOC. Il est gratuit, accessible à tous sur inscription, bien sûr. Mais l'idée, il a été conçu entre AgroParisTech, la coopération agricole, et puis les autres partenaires qui sont nombreux. Je pense notamment à COPFR, à Bordeaux Sciences Agro, au réseau rural, à avoir pensé qu'il était important de découvrir ce modèle d'entreprise particulier, mais commun à différents pays. Alors, cette année, c'est la 6e année. Nous avons eu le plaisir d'accueillir plus de 3600 inscrits, avec un public varié, comme toujours, une toute petite majorité, en fait, qui réside en France, et le reste sont dispersés en Afrique, mais aussi en Amérique du Nord, et puis en Europe. Donc, au cours de ces 5 semaines, nous avons abordé les spécificités du modèle coopératif. Nous avons traité des questions de gouvernance, des questions des métiers possibles dans la coopération agricole. Et puis, cette année, on avait une nouveauté, on avait une étude de cas. Et cette étude de cas, elle a été organisée autour d'entreprendre en commun, inspirée par les travaux du professeur Michael Cook et appliquée avec une chaire autour d'une entreprise coopérative fromagère en montagne. Donc, ce travail, en fait, vous a fait beaucoup réagir et nous a vraiment incité à organiser cette conférence autour de la question de la plus-value coopérative dans les territoires. Et c'est ce qui va nous animer pendant 1h30. Donc, concrètement, vous êtes en ligne pour 1h30 où vous allez pouvoir poser vos questions aux différents invités que je vais vous présenter, qui vont se présenter, et autour de 2 temps, je dirais, d'échange. Un premier temps, voilà, 2 temps d'échange. Donc, avant de commencer, on remercie beaucoup Solutions Plus et Cécile Anduru, qui aura voilà, la responsabilité de nous transmettre vos questions. Avant de commencer, on va faire un premier tour de table pour présenter nos invités, que nous remercions beaucoup, à la fois de leur participation. Donc, certains, vous les connaissez parce qu'ils étaient en vidéo. Je pense notamment à Dominique Chargé et à André Thor. Mais d'autres, vous allez voir, bon, ce sont des participants qui vont vous parler et qui vont vous révéler aussi, qui vont discuter des spécificités du modèle coopératif. Alors, je vais laisser d'abord la parole à Dominique Chargé pour qu'il puisse se présenter. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Marilyn. Merci de m'avoir invité à participer à cette conférence de clôture. Donc moi, je suis Dominique Chargé, je suis agriculteur en Loire-Atlantique dans une exploitation où nous sommes 3 associés, plus un salarié. Nous avons une production laitière, j'allais dire historique, dominante sur l'exploitation en termes de temps de travail, mais nous avons également de la volaille label, de la volaille conventionnelle et une centaine d'hectares de céréales.
Je suis administrateur depuis pratiquement presque 20 ans d'une coopérative qui s'appelle aujourd'hui Terena, donc qui est une coopérative de territoire. Donc tout à l'heure, nous parlerons de la valeur ajoutée des coopératives en territoire. Ben, je suis administrateur d'une coopérative de territoire qui est une coopérative dont on dit qu'elle est polyvalente, c'est-à-dire qu'elle est engagée à la fois sur l'amont, c'est-à-dire l'approvisionnement et les services auprès des adhérents, mais également sur la collecte et la transformation de la production des adhérents, et ça pour l'ensemble des activités ou pratiquement l'ensemble des activités agricoles du territoire qu'elle couvre, qui est un territoire assez grand puisque la coopérative rayonne aujourd'hui sur 3 régions, 4 même on pourrait dire, Nouvelle-Aquitaine sur le nord de la Nouvelle-Aquitaine, et Pays de la Loire qui est le berceau historique, une partie de la Normandie, une petite partie de la Normandie et une petite partie de la Bretagne également. Voilà, donc cette fonction, j'en suis vice-président maintenant depuis quelques années et j'ai été, je vais dire, dans un moment en tout cas de mon rôle d'administrateur dans la coopérative, responsable de l'ensemble des activités laitières et à cet égard d'ailleurs président de la Fédération nationale des coopératives laitières. Depuis maintenant 2 ans, je suis président de la coopération agricole et donc et le conseil d'administration de l'organisation qui regroupe les 2300 coopératives françaises. Voilà pour la présentation. Merci beaucoup, Dominique. Mais on va passer à André Thor pour une petite présentation. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle André Thor et je suis un économiste et je suis directeur de recherche à INRAE et également à AgroParisTech à l'Université Paris-Saclay. Et mes thèmes de recherche concernent essentiellement les dimensions territoriales et également les problématiques de développement rural. Voilà ce qui explique ma présence ici. Merci beaucoup, André. On va passer maintenant la parole à Amélie Coll de Vertigolab. Bonjour à toutes et à tous. Ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Donc, je suis Amélie Coll, donc manager et consultante au sein de Vertigolab. Et Vertigolab, c'est un bureau d'études et de recherche spécialisé en économie de l'environnement, basé à Bordeaux. Et on développe et on mobilise des outils économiques qu'on met au service des entreprises et des territoires pour les accompagner dans leur stratégie de transition écologique. Voilà, en 2 mots. Merci beaucoup. Et puis maintenant, la parole à Tony Fouché de la COP de Mansle. Oui, bonjour. Donc, Tony Fouché, co-directeur de la coopérative de Mansle. Donc, je suis un ancien élève de Bordeaux Sciences Agro. On fait un petit clin d'œil. Donc, la COP de Mansle, c'est une coopérative du Nord-Charente qui existe depuis 1946. C'est 22 salariés, 250 adhérents. On a un chiffre d'affaires de 25 millions d'euros. On est spécialisé en céréales à pro. La collecte, c'est 80 000 tonnes avec une spécialisation assez importante envers les blés pour la meunerie. Notamment, depuis 20 ans, on fait des blés pour faire de la farine à belle rouge. Et en termes de RSE, la coopérative a été auditée à AFNOR depuis 2 ans, ISO 26000, niveau confirmé 3/4. Ouais, on reviendra sur ces éléments-là, vous nous expliquerez plus en détail. Donc, merci encore. Donc, moi, je ne l'avais pas dit, mais je suis Marilyn Philippi, donc je suis professeure d'économie à Bordeaux Sciences Agro et chercheur associé INRAE à AgroParisTech Paris-Saclay. Je suis également membre du Haut Conseil de la coopération agricole et j'ai le plaisir d'animer cette table ronde. Et je vais donc, on va avancer maintenant sur, voilà, commençons cette conférence sur, finalement, face aux nouveaux enjeux économiques, environnementaux et sociétaux, comment finalement le modèle coopératif se réinvente-t-il, a-t-il besoin d'ailleurs de se réinventer, et quelle est la valeur, quel est le lien au territoire et quelle est la valeur ajoutée des coopératives sur les territoires. Donc pour aborder cette question, on va d'abord s'intéresser au pourquoi, avant de regarder peut-être le comment. Et on va demander donc à Dominique Chargé, finalement, au cours de ce MOOC, on l'a vu, hein, les coopératives, elles sont présentes dans le monde entier, en fait. On a eu des témoignages de la FAO, de la CI, donc ce sont des acteurs qui sont majeurs et qui, pourtant, s'inspirent de principes anciens. Alors, est-ce qu'il faut se renouveler? Est-ce qu'elles sont toujours des entreprises adaptées pour répondre aux questions actuelles? Et est-ce qu'elles sont adaptées à notre époque?
Merci Marilyn. Alors, se renouveler, se réinventer, comme tu le dis dans ta question, c'est évident pour les coopératives. Une coopérative, c'est quoi? Une coopérative, c'est une entreprise qui appartient à des agriculteurs et dont l'objectif est de permettre aux agriculteurs d'un territoire de pouvoir valoriser leur production sur les différents marchés, quels qu'ils soient d'ailleurs. Ça veut dire que cet outil, qui est un outil collectif, il doit être capable de traverser ce que j'appelle moi les époques. Autrement dit, à chaque instant, notre rôle d'administrateur, notre rôle de responsable coopératif opérationnel, lorsqu'on est aussi directeur ou manager de coopérative, eh bien, c'est de trouver les voies d'adaptation qui permettront à la coopérative de pouvoir s'adapter à ce que sont les réalités économiques et sociales de son époque, et évidemment en fonction de ce que sont aussi les opportunités, à la fois les opportunités de territoire, mais aussi les opportunités de marché. Donc c'est vrai qu'on a parfois une image un peu vieillotte, dépassée, dont on peut, j'allais dire, parfois, sur lesquelles on peut parfois cataloguer les coopératives, mais en fait, leur but, c'est bien de s'adapter pour répondre aux enjeux du moment. Ces coopératives, elles sont d'abord aussi, j'allais dire, des outils transgénérationnels. Moi, j'ai coutume de dire que la coopérative est un outil que nous avons hérité de nos parents et que nous avons emprunté à nos enfants, dans le sens nos prédécesseurs et nos successeurs. Et que cet outil collectif, il doit être l'outil qui permettra à nos exploitations, et si je prends mon cas particulier, à mon exploitation, de pouvoir continuer son activité économique en lien avec ce que sont les réalités et les attentes d'une époque, d'un contexte social, d'un contexte sociétal. Et donc, à nous de les faire, à nous de les adapter et de mettre en œuvre les bonnes stratégies à un instant T. Ce que je vais ajouter à ça, c'est que ça touche évidemment un tas de vecteurs, puisque ce sont des entreprises qui appartiennent aux agriculteurs, ce sont d'abord des entreprises démocratiques, et que donc aussi en termes de stratégie, de choix et d'orientation, eh bien, ces coopératives doivent aussi s'adapter à ce qu'est, j'allais dire, la réalité démocratique, en tout cas du débat du moment sur les territoires, entre les agriculteurs, mais aussi au sein de la société, et que ça, c'est un véritable enjeu aussi en termes d'adaptation. Donc, partout sur les territoires français et partout dans le monde, comme vous l'avez dit, Marilyn, les coopératives sont en fait des outils collectifs de territoire et qui doivent s'adapter à ce que sont les enjeux et le contexte des moments. Merci. Donc, des entreprises qui ont, je retiens, outils transgénérationnels, outils démocratiques au service des associés coopérateurs. Donc, on voit un certain nombre d'éléments qui sont importants. Et vous, qu'est-ce qui vous a amené ou conduit à repenser à l'adaptation, je dirais, l'adaptation du modèle? Alors, d'abord parce que l'adaptation du modèle, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes dans une phase qui nécessite que nous adaptions quelque part nos stratégies, que nous adaptions ce à quoi les coopératives doivent répondre. Un élément dont je n'ai pas parlé mais qui est extrêmement important, c'est celui aussi sur les territoires de faire le lien entre le champ et l'assiette, entre la fourche et la fourchette, et donc d'être un acteur sur l'ensemble de la chaîne alimentaire, ce qui nous permet quelque part aussi d'apporter des réponses en termes d'adaptation des exploitations, d'adaptation des outils coopératifs qui sont en phase aussi avec ce qu'attendent non seulement les citoyens d'une manière générale et à travers eux ce que sont les consommateurs. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes dans une phase où il est nécessaire que nous nous adaptions, c'est que les enjeux auxquels nous devons faire face sont en pleine évolution, sont en pleine mutation. Et parmi ces grands enjeux, il y a évidemment les attentes sociétales, les attentes consommateurs qui souhaitent avoir une alimentation plus sûre, plus saine, plus durable, toujours plus de qualité et qui soit en même temps accessible à tous, avec une volonté de transparence, une volonté de traçabilité.
Et donc, à nous, à travers ce que nous sommes, c'est-à-dire des acteurs de la fourche à la fourchette, de trouver les voies d'adaptation et les bonnes réponses à ce que sont ces changements. Un autre grand sujet, et on pourrait en évoquer plein en termes d'attente sociétale, c'est celui aussi de faire face aujourd'hui à ce que sont les adaptations nécessaires par rapport à l'urgence climatique et à toutes les réponses en lien avec les attentes environnementales, de biodiversité, de qualité de l'air, de qualité de l'eau, et qui sont des interrogations. En fait, nous sommes sur nos métiers de l'agriculture et de l'alimentation, réinterrogés par la société sur ce que sont nos pratiques, et nous devons aujourd'hui apporter des réponses qui sont différentes. Il y a une deuxième voie importante que nous vivons tous au quotidien, c'est celle de l'évolution, j'allais dire, de la représentation démocratique. Aujourd'hui, nous avons une société qui est très en attente, très partisane d'un débat citoyen, de ce qu'on appelle un débat participatif. Nous sommes aussi dans une société, les plus jeunes d'entre nous notamment, qui sont beaucoup plus sur des logiques collaboratives que sur des logiques mutualistes, au sens où nous l'entendions, j'allais dire, dans les fondamentaux du mouvement coopératif. Donc, nous devons aussi nous adapter par rapport à ces évolutions en termes d'attente de partage et en termes d'attente de processus démocratiques. Et en cela, les jeunes générations, les nouvelles générations, attendent des choses différentes de ce qu'attendaient leurs prédécesseurs de leur coopérative. Je pense que nous pouvions dire, il y a une trentaine ou une quarantaine d'années, que le mouvement coopératif était un mouvement collectif et mutualiste qui nous donnait les moyens de dire que nous étions plus forts dès lors que nous étions ensemble, et nous utilisions la coopérative comme un rempart collectif face à ce qu'était finalement l'insécurité des marchés. Et ce qui nous a permis, en France particulièrement, de pouvoir garder des exploitations de ce qu'on a appelé, j'allais dire, de taille familiale. Mais ça, on pourra y revenir. Ce qu'attendent aujourd'hui les nouvelles générations, ce sont des réponses qui sont beaucoup plus individualisées par rapport à des projets qui sont beaucoup plus, j'allais dire, divers, beaucoup plus segmentés, différenciés dans leur approche. Et nos coopératives qui ont répondu à des itinéraires assez homogènes doivent aujourd'hui être capables d'apporter des réponses aux nouveaux, enfin, notamment aux plus jeunes, qui sont beaucoup plus adaptés à ce que sont, j'allais dire, leurs besoins, leur volonté d'avoir une approche beaucoup plus différenciée et personnalisée. Voilà quelques éléments qui font, il y en aurait d'autres, hein, mais qui font qu'aujourd'hui, il y a aussi, j'allais dire, la réponse aux grands défis géopolitiques et géostratégiques de l'alimentation de la planète. On sait par exemple qu'on aura dans une dizaine, une quinzaine d'années 1 milliard, 1,5 milliard d'habitants supplémentaires sur la planète, et que le nombre de terres, la surface de terre disponible va se réduire, notamment en Europe par l'empiètement que l'on a par l'urbanisation. Et donc, on ne peut pas penser décroissance. Nous devons conduire toutes ces transitions agroécologiques et ces transitions climatiques en gardant la nécessité de produire pour alimenter l'ensemble des êtres humains de la planète, par exemple. Donc, ça ne se fait pas dans une logique décroissante, ça doit se faire dans une logique de maintien de la production, de maintien des surfaces disponibles et donc de réponses qui sont des réponses qu'on doit apporter à des marchés qui vont du local à l'international et qui doivent, j'allais dire, passer par l'ensemble des processus, que ce soit l'approvisionnement des exploitations, mais également la collecte et la transformation des produits. Voilà quelques exemples, Marilyn, de ce que sont aujourd'hui les évolutions dans lesquelles nous sommes. Oui, effectivement, de grands enjeux, à la fois sur la diversité de ces enjeux-là, hein, que ce soit sur les transitions agroécologiques, énergétiques, environnementales. Et puis, en même temps, j'ai bien aimé la formule rempart collectif face aux incertitudes des marchés. Donc, une exigence à la fois économique, mais aussi réponse sociétale. Et du coup, cette espèce d'écart entre des grands enjeux globaux et puis répondre individuellement aux besoins des membres, ça pose effectivement de grandes questions sur finalement comment on arrive à gérer ça. Donc, je vais me tourner vers André Thor. Par rapport à aujourd'hui, on le voit avec les processus de développement, notamment le processus de développement territorial. Vous qui êtes un spécialiste de ces questions-là, finalement, quels sont les enjeux actuels et qu'est-ce qui a changé finalement dans les processus ou qu'est-ce qui change dans les processus et qui conduisent effectivement, on le voit
à travers ce que vient de dire Dominique Chargé, les coopératives à évoluer dans leur accompagnement, dans leurs fonctions et donc peut-être aussi dans leurs attributions. Alors effectivement, on parle beaucoup de développement territorial ces dernières années, hein, et on a l'impression que c'est un terme qui est arrivé, et on peut se demander si c'est vraiment quelque chose de nouveau. Et après tout, on a souvent, et depuis longtemps, entendu évoquer des notions comme le développement régional, ou le développement local, ou même le développement endogène, ou le développement venu d'en bas, par exemple. Alors finalement, ce qu'on peut se dire, c'est qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Et est-ce que cette notion de développement territorial a du sens et est-ce qu'elle correspond à une nouvelle situation? Eh bien oui, c'est le cas. Et en fait, si le terme de développement territorial rencontre un tel succès ces dernières années, et on l'a encore entendu citer à l'instant, c'est avant tout parce que de grands changements sont apparus et qu'ils continuent à se développer dans les territoires. En fait, ces changements, ce dont je veux parler, ce sont ce qu'on peut appeler les innovations territoriales. Si on prend les caractéristiques des innovations, il y a une bonne partie des innovations qui sont de nature technologique, hein. Par exemple, comme pour Technopôle ou les pôles de compétitivité, mais on les connaît bien entendu dans l'agriculture, hein. Et sans m'y appesantir, pensons à toutes les techniques liées à la numérisation, hein. Les drones, le contrôle de la distance des labours ou de troupeaux, la e-santé des animaux, etc. Mais finalement, cela ne concerne que peu de monde dans leur création. Et les plus importantes innovations technologiques naissent ou trouvent leurs origines le plus souvent dans des agglomérations urbaines, voire même dans des villes à presse diffuse, hein. Mais à côté de ces grosses innovations, qui finalement s'imposent à tout le monde et se répandent dans la société, hein, les réseaux sociaux, les smartphones, les voitures électriques, etc., on s'aperçoit qu'à côté de ces innovations, les acteurs locaux et les acteurs des territoires en particulier font preuve d'une capacité très forte d'inventivité et de créativité, y compris dans les espaces ruraux. Donc on pourrait parler d'innovation plus mineure ou plus modeste, hein. Je vais vous donner quelques exemples, hein. Par exemple, les circuits courts, l'agriculture paysanne, les AMAP, les épiceries solidaires, tous ces éléments, toutes ces innovations qui permettent d'identifier la provenance des produits et d'éviter des intermédiaires tout en rapprochant les producteurs et les consommateurs. Ou encore l'économie circulaire, hein, qui est fondée sur le recyclage et la réutilisation des ressources locales à partir de technologies, par exemple, comme la méthanisation, dont on parle beaucoup ces derniers mois ou ces dernières années. Encore une innovation locale, hein, ou territoriale. Il y aurait plein d'autres exemples, hein. Les expériences de collaboration, comme les levées de financement commun, le soutien collectif des projets, l'épargne de proximité, ou encore les Living Labs, qui rassemblent des collectifs au sein de laboratoires d'idées en leur permettant de créer des produits, d'élaborer des solutions concrètes. Enfin, par exemple, les réseaux locaux de coopération, de l'économie, de la production ou de l'économie sociale et solidaire. Les coopératives, les entreprises partagées, les SCOP, les coopératives d'activité et d'emploi, d'organisation de transport communautaire, etc. Donc, on pourrait multiplier les exemples ici, hein. Mais l'ensemble de ces changements, l'ensemble de ces innovations conduit à poser la question du développement. Parce que finalement, quand on parle de ces innovations, on voit bien que les anciennes définitions du développement régional, local, ne suffisent pas à décrire ce mouvement. Elles sont trop larges ou elles sont trop vagues. Par exemple, quand on voit la taille des régions françaises aujourd'hui, on voit bien que le terme de développement régional ne correspond pas à ce mouvement de fond qu'on constate ici. Donc, si on veut donner une définition, on pourrait dire que le développement territorial correspond à l'amélioration du bien-être et de la richesse des acteurs d'un territoire, étant donné la dynamique des innovations territoriales dont on vient de parler, mais également leurs relations de concurrence, de coopération, leurs initiatives, leurs oppositions. Et en fait, ce développement territorial, et je terminerai un petit peu avec ça pour l'instant, hein, il présente trois grandes différences par rapport au développement régional. D'abord, les processus de développement territorial ne peuvent pas se réduire au comportement des acteurs productifs ou des institutions qui sont chargées des politiques de développement. Il faut également prendre en compte d'autres parties prenantes des territoires,
comme les collectivités locales ou territoriales, les services déconcentrés de l'État, les organismes consulaires, les entreprises, les coopératives, les dispositifs de gouvernance comme par exemple les parcs naturels régionaux et aussi le monde associatif. Deuxième grande différence, et qui nous intéresse tout particulièrement aujourd'hui, c'est que ces processus de coopération, ils intègrent les dimensions de coopération et de construction sociale. En fait, ces nouvelles pratiques sociales, institutionnelles, elles ne sont pas anecdotiques, elles ne sont pas accidentelles. Non, ces dimensions de coopération, elles sont au cœur aujourd'hui des processus d'innovation territoriale et de développement territorial. En fait, pourquoi est-ce qu'elles sont au cœur et qu'est-ce qu'elles révèlent? Elles révèlent la volonté des réseaux locaux d'acteurs à piloter leur propre modèle de développement. Et enfin, il y a un troisième point qui est très important et qu'on cite moins souvent, qui arrive moins à la compréhension, et pourtant, vous allez voir, il est essentiel dès qu'on en parle, c'est le fait que le développement territorial s'intéresse aux problématiques de rareté et de concurrence d'usage des sols ou également des problématiques d'usure des terres. Alors, c'est une question d'occupation de l'espace et des choix de mode d'aménagement. Ça intéresse l'agriculture au premier chef. Quand vous raisonnez au niveau d'un territoire, et non plus d'une région, vous êtes obligé de vous poser la question des choix d'occupation des sols. En particulier, des choix d'occupation des sols de nature agricole versus d'autres types d'occupation des sols. Donc finalement, on pourrait dire que le développement territorial repose aussi bien sur des relations de production que de gouvernance qui concernent tous les acteurs, pas seulement les producteurs, mais également l'ensemble des personnes qui vivent, consomment, travaillent, échangent, collaborent ou s'opposent sur les territoires. Évidemment, les coopératives jouent un rôle actif, un rôle majeur au sein de cet écosystème local dont elles sont des parties prenantes. En fait, les racines des coopératives s'enfoncent loin dans les territoires et leur ancrage territorial, dont il est question aujourd'hui, leur permet de tisser des liens avec leurs adhérents, les producteurs, les partenaires, les consommateurs, les pouvoirs publics ou les collectivités, également avec les habitants des territoires. Et donc, les coopératives participent au développement territorial par leurs actions propres, mais également grâce à l'ensemble des relations, on pourrait dire le tissu ou la toile d'araignée qu'elles tissent avec les autres acteurs locaux dans leur grande diversité. Merci, merci André Thor. Donc, on le voit, on a vu ça, on l'a vu avec Dominique Chargé, des enjeux qui sont très divers, des problématiques qui sont très importantes et finalement un processus de développement territorial qui lui aussi évolue avec la définition sur l'amélioration du bien-être de la richesse des acteurs, donc un rôle important pour les coopératives. Donc, ce qu'on va peut-être faire, je vais me tourner vers Amélie Coll, puisque on le voit, le territoire, ça devient un lieu de création de richesse, ça devient un lieu aussi de bien-être, confronté à des problématiques de tension, de conflits sur les ressources. Donc, qu'est-ce que vous, justement, dans l'étude que vous avez menée sur l'ancrage territorial des coopératives, vous avez mis en évidence ou qu'est-ce que vous avez cherché pour mesurer cette valeur ajoutée coopérative sur les territoires? Merci beaucoup. Je vais effectivement vous partager un petit peu les résultats de cette étude. On vous propose en fait de présenter pendant quelques minutes avec un PowerPoint, ça sera peut-être plus simple pour tout le monde puisque c'est un MOOC, donc c'est aussi pour apprendre et en même temps, on sait qu'on a beaucoup de jeunes et de moins jeunes autour dans cette table ronde. Oui, merci beaucoup. Voilà, donc je partageais mon écran, donc normalement, vous devriez tous l'apercevoir. Donc effectivement, l'objectif était de partager ce retour concernant le programme TRACE, donc pour Territoire et Ancrage des Coopératives, qui est un projet qui a été porté par la Coopération agricole Nouvelle-Aquitaine et notamment Philippe Sommer qui est parmi nous aujourd'hui, et également avec le financement de la région Nouvelle-Aquitaine et également celui des coopératives participantes. Et vous voyez en bas de la diapositive les 9 coopératives qui ont donc participé à ce programme TRACE, dont la coopérative de Mansle.
dont M. Fouché est aujourd'hui le représentant. Et donc, je vais vous présenter aussi les résultats plus spécifiques concernant cette coopérative. Donc, le programme TRACE avait pour objectif d'évaluer tout d'abord donc, la contribution des coopératives agricoles et agroalimentaires de la Nouvelle-Aquitaine au développement social, économique des territoires. Donc, voilà, le lien se fait de manière évidente avec l'intervention précédente. Voilà, tout l'objectif était de venir démontrer cette création de richesse pour les territoires. L'idée également était de venir recenser et diffuser les bonnes pratiques de ces coopératives en lien avec l'ancrage territorial, en lien avec ce développement des territoires. Et enfin, le dernier grand objectif était de construire et de mettre à disposition un calculateur simplifié d'ancrage territorial pour les coopératives agricoles de Nouvelle-Aquitaine. Je vous ai juste très rapidement mis quelques captures d'écran en bas de la diapositive avec donc les différents rendus de cette étude-là, donc des notes, des résultats à l'échelle individuelle des coopératives, un guide de bonnes pratiques et en dernier lieu donc le calculateur qui est donc libre d'accès et vous avez le lien en bas de la diapositive, on pourra peut-être vous le repartager, mais qui est donc disponible largement. Donc voici pour les objectifs de ce programme. Et avant de vous présenter les résultats, je vais entrer un petit peu dans la méthodologie qu'on a déployée pour mener à bien ce projet. Donc on a mobilisé un outil qu'on a développé en interne qui s'appelle Impacter, qui est en fait un outil qui est basé sur ce qui s'appelle les modèles économiques des tableaux entrée-sortie. De manière très concrète, c'est en fait un modèle qui permet de modéliser l'économie à l'échelle d'un territoire donné et de venir identifier les flux économiques entre les différents secteurs d'activité de cette économie. C'est un modèle économique qui est très rigoureux puisqu'il a notamment fait l'objet d'un prix Nobel d'économie et il se base sur différentes sources de données, à la fois des bases de données à l'échelle nationale, notamment de l'INSEE, l'Eurostat, donc des bases de données solides et rigoureuses, et également des données issues directement de l'objet d'étude, donc ici dans notre cas donc des coopératives, des entreprises, et ce sont leurs données comptables, ainsi que des données collectées à l'échelle des adhérents, donc des agriculteurs, qui ont été mobilisés pour vraiment avoir des résultats les plus précis et spécifiques possibles. Voilà, donc ceci nous permet de construire ce qu'on appelle un tableau entrée-sortie, un TES à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine. Donc, dans le cadre de l'étude TRACE, voilà, notre périmètre d'étude était bien la région Nouvelle-Aquitaine. Et c'est sur ce périmètre qu'on est venu étudier 3 types d'impacts différents. Donc, les impacts directs, indirects et induits en matière de retombées socio-économiques. Donc, les impacts directs, en fait, constituent les activités directes de l'entreprise, donc de la coopérative, donc à savoir le chiffre d'affaires qui est généré par la coopérative et les emplois salariés de la coopérative. Ensuite, les impacts indirects constituent en fait l'ensemble des activités qui découlent de la chaîne de fournisseurs, de la chaîne de valeur en réalité. Donc, on y retrouve les salariés des fournisseurs et on remonte ainsi de suite toute la chaîne de fournisseurs. Et de la même manière, pour le chiffre d'affaires, on s'intéresse au chiffre d'affaires des fournisseurs, mais également au chiffre d'affaires du fournisseur, etc. Et enfin, les impacts induits, quant à eux, s'intéressent aux impacts liés à la consommation en fait, des salaires des différents salariés, donc de la coopérative étudiée, mais aussi de l'ensemble des fournisseurs, puisque ces salariés vont dépenser leur salaire sur le territoire. Donc, ces 3 types d'impacts, direct, indirect et induit, qu'on vient observer à travers 2 indicateurs, qui sont les 2 indicateurs qu'on a mobilisés dans le cadre de TRACE, donc le chiffre d'affaires et les emplois en équivalent temps plein, donc ETP. Je fais une toute petite parenthèse pour préciser qu'on a également regardé l'indicateur de valeur ajoutée, mais on l'a moins mis en avant dans ce cadre-là pour se concentrer vraiment sur les 2 indicateurs les plus parlants. Et par ailleurs, on peut aussi, dans le cadre du modèle impactaire, venir associer des indicateurs environnementaux. Pour rendre ça un petit peu plus concret, on prend très régulièrement l'exemple sur cette diapositive, qui est l'exemple dit du boulanger. Donc vous le voyez sur le schéma en bas de diapositive. Prenons une baguette de pain dans une boulangerie. Cette baguette de pain est vendue pour 1 €. Donc, ce 1 € constitue le chiffre d'affaires de la boulangerie. C'est son impact direct.
Mais pour produire cette baguette de pain, la boulangerie va devoir s'approvisionner auprès du meunier. Elle va avoir besoin de farine pour produire sa baguette de pain. Disons, elle va acheter pour 30 centimes de farine. Le meunier lui-même va forcément devoir acheter du blé pour produire sa farine et va peut-être acheter pour 15 centimes de blé auprès de l'agriculteur du territoire. Et ce sont donc ces 30 centimes et ces 15 centimes, donc c'est ces dépenses le long de la chaîne de fournisseurs qui constituent nos impacts indirects. Et enfin, le salarié de la boulangerie, le salarié du meunier, l'ouvrier agricole, tous ceux-ci vont dépenser leur salaire sur le territoire auprès de l'épicerie du coin, du tabac, etc., peut-être pour 20 centimes. Et ce sont ces 20 centimes qui constituent les impacts induits générés sur le territoire. Et c'est ainsi qu'à partir de 1 euro d'achat de notre baguette, en venant additionner les impacts indirects, on arrive à 1,45 € et en additionnant également les impacts induits, on arrive à 1,65 €. Et c'est ce rapport entre 1 euro de l'achat initial de la baguette avec ce 1,65 € in fine généré sur le territoire qui constitue ce qu'on appelle le multiplicateur, l'effet d'entraînement. Et c'est cet effet multiplicateur qui est particulièrement intéressant et important lorsqu'on s'intéresse aux retombées socio-économiques, puisque c'est celui-ci qui vient traduire vraiment cet effet domino sur l'économie d'un territoire. Pour venir illustrer ceci donc, avec l'exemple de la coopérative de Mansle et pour pouvoir faire la transition aussi avec M. Fouché par la suite, voici les résultats donc, de la coopérative. Donc vous avez sur la pyramide de gauche les résultats en termes de chiffre d'affaires et sur la pyramide de droite les résultats en termes d'emploi. Et donc plus on descend dans la pyramide, on observe les différents niveaux d'impact, donc direct, indirect et ensuite induit. Donc si on prend les impacts en termes de chiffre d'affaires, donc voilà, vous avez dans le haut de la pyramide 21,6, voilà, c'est les 21,6 millions d'euros de chiffre d'affaires de la coopérative. Ensuite, 19,3, ce sont les impacts indirects. Donc ça, ce sont les chiffres d'affaires générés par les différents fournisseurs de Coop de Mansle sur l'ensemble de la création de sa chaîne de valeur, sur l'ensemble de ses fournisseurs. Et enfin, 4 millions d'euros, ce sont les impacts induits, donc le chiffre d'affaires généré par les différents salariés donc de la coopérative, mais aussi les salariés des fournisseurs de la coopérative et des fournisseurs, etc., lorsqu'ils vont dépenser leur salaire. Et ce qu'on observe ici, c'est que pour initialement un chiffre d'affaires de 21,6 millions d'euros de la coopérative, in fine, celle-ci génère 44,9 millions d'euros de chiffre d'affaires sur le territoire donc de la Nouvelle-Aquitaine. Et on a le même raisonnement sur le côté droit avec les emplois, où pour 26 emplois ETP au niveau de la coopérative, en réalité, celle-ci vient soutenir 222 emplois au niveau indirect, donc à travers ses fournisseurs. Et ici, on retrouve notamment les agriculteurs adhérents qui viennent fournir la matière première de la coopérative. Et dans les impacts induits, donc 23 emplois soutenus à travers les dépenses des salaires des différents salariés tout au long de la chaîne de valeur. Et donc là, de la même manière, pour 26 emplois ETP soutenus initialement, en réalité, la coopérative soutient en Nouvelle-Aquitaine 271 emplois ETP. Et dans les deux petits blocs que vous avez en bas de diapositive, on retrouve ce ratio, ces effets multiplicateurs, où on observe que pour 1 million d'euros de chiffre d'affaires de la coopérative, celle-ci génère en réalité 2,08 millions d'euros de chiffre d'affaires en Nouvelle-Aquitaine. Et pour 1 million d'euros de chiffre d'affaires de la coopérative, celle-ci soutient en réalité 12,6 emplois ETP en Nouvelle-Aquitaine. Et ce sont donc ces effets multiplicateurs qui sont également très intéressants pour la coopérative et lorsqu'on réfléchit aussi à une échelle territoriale pour venir positionner l'entreprise, la structure par rapport à d'autres, par rapport à l'écosystème territorial. Puisque voilà, vous le voyez sur la diapositive suivante, ce sont grâce à ces multiplicateurs qu'on peut générer l'échelle que vous voyez en haut à droite, où on vient positionner Coop de Mansle par rapport aux autres secteurs d'activité du territoire, donc de la Nouvelle-Aquitaine. Et ceci à la fois en termes de chiffre d'affaires, donc on parle de l'effet multiplicateur de chiffre d'affaires, et en termes d'emploi, à nouveau, donc l'effet multiplicateur d'emploi. Et ici, on voit donc que Coop de Mansle fait partie vraiment des structures qui ont un effet d'entraînement sur le territoire parmi les plus forts,
en termes de multiplicateur de chiffre d'affaires, Coop de Mansle fait partie des 5% des 64 secteurs d'activité de la région qui ont les multiplicateurs les plus forts. Donc en fait, voilà, on observe que Coop de Mansle se situe en haut du tableau, si je puis dire. On a positionné également le secteur agroalimentaire et aéronautique pour comparaison. Et donc, si vous vous souvenez, Coop de Mansle, son multiplicateur de chiffre d'affaires, voilà, c'est le 2,08 que vous avez en bas de la diapositive, et c'est ce qui explique sa position en haut. Pour comparaison, au niveau de l'agroalimentaire, on est à 1,59, et pour l'aéronautique, on est à 1,20. Donc, pour rappel, ce que signifie ce multiplicateur, c'est que pour 1 euro de chiffre d'affaires de ce secteur, par exemple de l'aérospatial, celui-ci va générer 1,20 € de chiffre d'affaires sur l'économie régionale, tandis que Coop de Mansle, eux, pour 1 euro, étaient à 2,08. Et on a le même principe sur les multiplicateurs d'emploi, où on voit à nouveau que Coop de Mansle se situe en haut du tableau, avec un effet sur les emplois du territoire, puisqu'elle fait partie des 25% des entreprises qui ont l'effet multiplicateur d'emploi le plus élevé parmi les 64 secteurs d'activité en région Nouvelle-Aquitaine. Et là, de la même manière, on peut venir positionner par rapport au secteur agroalimentaire et à l'aéronautique. Et donc, Coop de Mansle, voilà, on était à 12,6. Et lorsque, au niveau de l'agroalimentaire, on se situe à 7,82 emplois donc soutenus, et pour l'aérospatial à 2,1. Je ne vais pas m'apesantir beaucoup plus sur ces résultats, mais en 2 mots et pour comparaison un petit peu, parmi les autres coopératives du programme Trace, on s'apercevait que les coopératives se situaient plutôt en haut du tableau. On pourra y revenir par la suite. Et la position qui peut peut-être surprendre un peu de l'aéronautique en bas de tableau s'explique notamment par le fait que c'est un secteur qui est fortement capitalistique et avec ce qu'on appelle des fuites de richesse, puisque l'aéronautique vient s'approvisionner en dehors du territoire de Nouvelle-Aquitaine et même en dehors du territoire national. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop longue. Non, parfait. Merci beaucoup, Amélie. Très clair et très pédagogique sur un outil qui est robuste, faussement simple, je dirais, pour mesurer ses effets directs, indirects et induits. On voit que voilà, ça illustre très bien ce qu'a dit Dominique tout à l'heure sur les coopératives dans les territoires et ça s'inscrit parfaitement dans les nouveaux processus de développement territorial que présentait André. Donc, on va certainement avoir des questions dans le chat. Donc, on va se tourner maintenant vers Tony Fouché parce que, waouh, Coop de Mansle, vous faites beaucoup plus que l'aéronautique pour Nouvelle-Aquitaine. Donc, ça, c'est incroyable. Et c'est très intéressant de voir justement comment vous vous inscrivez dans cet écosystème. Donc, voilà, qu'est-ce qui vous a finalement, en tant que directeur de la coopérative, pourquoi vous avez eu le besoin d'engager ce travail de réflexion et puis aussi en tant que coopérative, comment vous l'avez fait, comment vous avez mené ce travail avec la coopération Nouvelle-Aquitaine et avec Vertigolab? Oui, tout d'abord, nous, la relation s'est faite avec Vertigolab, c'est faite par le biais de la coopération Nouvelle-Aquitaine, qui nous a mis en relation, parce que Vertigolab, c'était une start-up qu'on ne connaissait pas. Donc, ça a été avec le concours de la région Nouvelle-Aquitaine. Donc, nous, c'était vraiment dans notre démarche. On avait historiquement une démarche de développement durable avec 3D, puis la démarche, l'engagement RSE, et on ne savait pas quel était l'impact de notre coopérative sur notre territoire. Hormis, on avait des adhérents. Alors, des adhérents, c'est des emplois indirects, mais on ne savait pas le mesurer. Donc, déjà, le fait d'avoir cette démarche RSE a été le fil conducteur pour mesurer notre ancrage territorial. Parce que comment le mesurer, on n'en avait aucune idée. Enfin, on ne savait pas du tout comment concrétiser. On le savait qu'il y avait des emplois locaux, mais on ne pouvait pas vraiment dire quoi ça correspondait. On n'avait aucun chiffre. Donc, on a eu une volonté de faire des filières durables dans notre coopérative. Donc, c'est pour ça que, de toute façon, comme j'ai expliqué tout à l'heure, on était passé vers l'ISO 26000, une démarche certifiée. Donc, quand on dit démarche certifiée, il faut des indicateurs. Oui, et c'est quoi justement une filière durable? Voilà. Comment vous la percevez et comment vous la définissez? Au niveau d'une filière durable, il y a 3 axes dans la RSE. Donc, le premier axe, c'est l'axe sociétal. Donc, l'axe sociétal, on est une coopérative. Donc, on travaille avec des sociétaires, des adhérents. Donc, on travaille sur des cahiers des charges avec des clients et nous, on met en relation ce que demandent nos clients, on va l'appliquer chez nos adhérents.
Donc ça, c'est le terme de notre axe sociétal. Donc le deuxième axe, c'est l'environnement, qui est de plus en plus important. On l'a vu tout à l'heure, c'est demandé par le consommateur, par les citoyens, la société demande de plus en plus d'environnement. Donc il a fallu, on accompagne nos adhérents, nous, vers la certification HVE. Donc aujourd'hui, c'est un exemple de la certification environnement, c'est accompagner tous les adhérents c'est la coopérative qui certifie les exploitations des adhérents qui ont un audit annuel. Donc, cette démarche est accompagnée de certifications complémentaires historiques sur des produits tels que le blé Agriconfiance, le blé CRC. On travaille beaucoup sur la biodiversité avec des exemples chez nos adhérents. On développe des produits de biocontrôle, on a un service innovation et développement. Donc, voilà comment, un peu sous forme d'exemple, l'axe environnement est pris en compte au sein de notre coopérative. Et dans la RSE, on a un troisième axe, c'est l'économique. Donc, on a fait le sociétal, l'environnement, l'économique. Donc, l'économique, ça se matérialise par une contractualisation sur plusieurs années, en couvrant nos coûts de production. Parce que quand on parle d'économique, c'est l'économie chez nos producteurs. Comment, aujourd'hui, on est dans un marché très fluctuant, même si aujourd'hui les prix sont élevés, ça n'a pas toujours été le cas. Les coûts de production ne sont pas toujours couverts. Donc, 3 exemples concrets d'impact RSE sur notre activité. Un exemple de blé, le blé agriétique. Vous m'entendez ? Oui. Oui, c'est bon, allez-y. Ah, c'est que j'ai vu, je ne voyais plus l'écran. Le blé agriétique depuis plusieurs années en partenariat avec un meunier et un fabricant de brioches. Donc, on a des prix garantis pendant 5 ans qui garantissent un prix à l'OS, à la coopérative et aussi aux producteurs. Un autre exemple qui est plus récent, c'est le blé pour farine label rouge. Donc, on fait du blé CRC HVE, donc ça, c'est le produit, avec un prix garanti aux producteurs et à la coopérative pendant 5 ans. Et donc, ça, c'est avec, en partenariat sur le territoire, c'est avec la baguette Constance d'Intermarché. Donc, c'est la grande distribution. On s'est rapproché de la grande distribution. L'usine est en Charente. On a dit, sur le territoire, on peut produire du blé. Par contre, vous nous demandez des choses en termes de cahier des charges. Oui, mais nous aussi, on doit avoir une rémunération au producteur et un prix garanti qui s'affranchit des aléas de marché dans le temps. Donc là, on a un cahier des charges et on va l'appliquer. Mais en contrepartie, on a un prix garanti pour nos producteurs pendant 5 ans. Et un autre exemple où on va avoir dans les supermarchés le paquet de farine C'est qui le patron. Donc, on va être le référent national à partir de mai 2021 là, pour le blé CRC, pour les petits pochons de farine qu'on va trouver dans l'ensemble de la France. Les pochons de 1 kg de farine C'est qui le patron sont produits dans le Nord Charente, en partenariat sur le territoire aussi avec un meunier qui est des Deux-Sèvres. Donc, c'est le meunier qui va écraser et mettre en pochon et ça va assurer la logistique au niveau des clients français pour ce produit-là, la farine. Voilà. Donc, demain, l'objectif, c'est de continuer à développer des partenariats RSE sur le territoire dans d'autres produits. Donc, le blé, on était en avance parce que ça fait 20 ans qu'on fait du label rouge. Mais demain, on souhaite développer des exemples comme ça dans différents produits. Donc, en fait, il y a aussi une évolution dans la politique de la coopérative, à la fois parce qu'elle mobilise beaucoup de certifications et de HVE, vous avez parlé d'HVE, des labels rouges, mais en même temps, on voit une espèce d'inflexion on crée des partenariats sur le territoire pour garantir, voilà, et on peut réussir du coup à garantir un prix pour les producteurs, tout en tenant compte de l'environnement, des demandes sociétales. Oui, les demandes sociétales, c'est des exemples avec un produit, quand on crée du blé. Mais aussi, on a d'autres exemples qu'on peut prendre sur notre démarche RSE et l'objectif de développement durable dans notre raisonnement tous les jours. L'exemple, on a parlé de développement durable, on a développé une filière, des bâtiments avec du photovoltaïque. Pourquoi du photovoltaïque? C'est une orientation vers l'autonomie énergétique, de la durabilité dans l'énergie. On s'est posé des questions comme ça. Et aujourd'hui, on a travaillé chez nos adhérents, mais aussi en interne à la coopérative, en faisant travailler des parties prenantes locales. Donc, souvent, le prix était cohérent. Ça ne servait à rien d'aller chercher des entreprises qui font travailler soit des étrangers, soit des entreprises qu'on ne voit jamais. On a travaillé avec un maçon local, un constructeur de bâtiments local et les panneaux qui sont en Charente. Donc, tout ça, on est dans un rayon de 30 km là autour de notre site. Donc, on fait travailler l'économie locale et c'est un petit peu ce que nous a montré Vertigolab, c'est qu'1 euro dépensé, ça va générer plusieurs euros sur le territoire.
Donc, ça, c'est un exemple concret d'une réflexion un peu différente qu'on n'aurait pas forcément eu avant. Un autre exemple avec… On va peut-être passer aux questions des apprenants parce que j'ai l'impression que ça s'agite beaucoup sur le chat. Hein. On va essayer de faire un petit mix comme ça. Sauf si vous avez les autres intervenants, si vous voulez poser une question à Tony Fouché avant qu'on passe aux questions de chat. On va directement interroger Cécile je vois qu'il y a beaucoup de questions, donc oui, je me dis, on va essayer. effectivement, il y a des questions, notamment par rapport à l'étude qu'a présentée Amélie Coll tout à l'heure. On nous demande en fait si l'étude prend en compte uniquement les emplois et quid de l'environnement par exemple. Donc ça, c'est une première question. Et à qui était destinée cette étude au départ ? Voilà. Est-ce que c'était à la région? On nous demande. Est-ce que cet effet multiplicateur est valable dans toutes les régions ou pas? Est-ce que déjà sur ce premier point, peut-être Amélie pourrait nous répondre? Oui, bien sûr, avec plaisir. Je vais essayer de faire concis. Donc, on s'est intéressé aux emplois, effectivement, mais également aux chiffres d'affaires. Vous avez pu le voir sur les pyramides de Cobb de Mansle. Également à la valeur ajoutée. Donc là, on ne l'a pas présenté, mais ça fait partie également des indicateurs qu'on a observés. Et sur les impacts environnementaux, on ne s'est pas intéressé dans le cadre de Trace parce que voilà, il y avait quand même un cadre qui était vraiment un focus sur les retombées socio-économiques, mais c'est quelque chose qui est réalisable. Concernant le pour qui cette étude était destinée, donc c'était un projet porté donc, par la coopération agricole Nouvelle-Aquitaine qui avait vocation aussi tout d'abord à apporter des éléments aux coopératives participantes, donc aux 9 coopératives, et puis ensuite de créer de la connaissance supplémentaire et pouvoir diffuser plus largement sur le territoire, notamment avec les calculateurs. Et concernant le dernier point sur les multiplicateurs, s'ils sont applicables dans toutes les régions, donc là, ce sont des multiplicateurs spécifiques pour la Nouvelle-Aquitaine, puisque, disons, le modèle a été construit à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine et vient simuler l'économie de Nouvelle-Aquitaine. Donc, le travail est réplicable sur d'autres régions, mais comme la structure économique des régions ne sont pas identiques entre elles, les multiplicateurs ne sont pas identiquement réplicables d'une région à une autre. Merci Amélie. On a aussi pas mal de questions concernant les certifications. On nous demande qu'est-ce que signifie certification HVE, un peu de vocabulaire technique, et c'est vrai que ça ne parle pas à tous nos mookers. Donc effectivement, est-ce qu'on peut en savoir plus sur la certification HVE? Est-ce qu'il y a une standardisation des certifications au niveau national, européen? Est-ce qu'il y a des différences? Bref, est-ce qu'on peut en savoir plus? Je pense que c'est moi qui vais répondre. Donc, la certification HVE, c'est une certification portée par l'État français. Donc, ça veut dire haute valeur environnementale. Et il y a 4 points qui sont audités par un certificateur indépendant. Donc, c'est l'exploitation agricole qui est auditée dans son ensemble. Donc, pour rentrer dans le détail, vous regardez sur YouTube, il y a des petits tutos d'explication qu'est-ce que le HVE, parce que ça peut être long de rentrer un petit peu dans le détail, mais c'est lié à l'environnement. Donc, on a les IFT, indices de fréquence de traitement, sur notamment la baisse des phytos. On a l'eau, on a les engrais et on a la biodiversité. Voilà pour résumer les 4 points qui sont audités de façon indépendante sur cette certification portée par le gouvernement. Je m'excuse parce que je crois que j'avais coupé le micro. Merci. On a aussi pas mal de questions concernant plutôt les agriculteurs en fait, face aux nombreux départs à venir. On nous demande est-ce qu'il y a des actions pour pérenniser les agriculteurs dans la région face aux nombreux départs à venir? Est-ce qu'il y a des actions qui ont été faites? C'est une bonne question. Qui peut répondre? Peut-être Dominique, peut-être ou... Je ne suis pas le mieux placé pour répondre pour la région Nouvelle-Aquitaine, même si la coopérative dont je suis vice-président a, j'allais dire, un pied à la frontière de la Nouvelle-Aquitaine. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que la question du renouvellement des générations, que ce soit pour la production agricole ou pour les salariés dans nos entreprises coopératives, pour la transformation et la commercialisation, sont des enjeux majeurs. Donc oui, il y a à notre niveau énormément d'actions qui sont conduites par la coopération agricole, mais aussi par toutes les coopératives en relais et toutes les régions, je pense, puisque
on parle de la région COP de France, pardon, la coopération agricole Nouvelle-Aquitaine, il y a des actions qui sont conduites pour travailler à l'attractivité de nos métiers. Donc, on fait ça en partenariat avec les différents établissements de formation. On fait ça en partenariat aussi avec ce qu'on appelle nos organismes de formation professionnelle, nos OPCA. On fait ça avec l'ensemble des partenaires des territoires pour faire en sorte que nos métiers de l'agriculture et de l'agroalimentaire puissent être relayés et puissent, j'allais dire, continuer d'attirer. Et nous avons besoin d'énormément de monter en compétences dans nos coopératives au niveau de la production agricole, justement par rapport à ces nouveaux enjeux, ces nouveaux défis qui ont été parfaitement décrits par Amélie et par Tony. On a énormément de partenariats, que ce soit avec la direction générale de l'enseignement au niveau du ministère de l'Agriculture, mais également avec les régions, avec l'ensemble. On vient de signer il y a quelque temps un partenariat avec le haut-commissaire à l'emploi, justement pour nous impliquer plus dans les questions liées à l'apprentissage, liées à l'alternance, pour faire en sorte que les jeunes aient envie de rejoindre nos métiers et perpétuent quelque part cette dynamique des territoires dans nos coopératives et dans la production agricole. Oui, merci Dominique. Effectivement, la 4e semaine du MOOC était dédiée aux métiers et c'est toujours une grande surprise pour les jeunes de voir la diversité des métiers qui sont proposés et le dynamisme de ces entreprises. Donc, oui, c'est une très, très, très bonne chose. Cécile, est-ce qu'on peut peut-être laisser les autres questions pour la deuxième partie et puis poursuivre ou à moins qu'il y ait une autre question d'explicitation? Alors, il y a une question, mais qui est peut-être d'ordre plus général, qui est autour des différents facteurs qui concourent au succès d'une coopérative, mais je pense que ce sera peut-être une question spécifique pour la deuxième partie qui englobera les thèmes à venir. Oui, c'est une excellente question. On y répondra sans problème après cette deuxième série d'échanges. Donc, on va regarder un petit peu. Voilà, on s'est intéressé au pourquoi c'était important de voir la plus-value des coopératives sur les territoires. On va voir un peu comment ça se passe et comment ça se renouvelle. On va justement commencer avec Tony Fouché sur finalement qu'est-ce que la réflexion autour de la création de valeur elle a changé dans votre stratégie, dans vos actions et également dans vos perspectives à venir? Comme on l'a dit, c'est une réflexion générale d'ordre stratégique. Un autre exemple, j'avais parlé du photovoltaïque, mais on peut parler d'un autre exemple où on a une notion de territoire et comment on peut développer le territoire. Récemment, on s'est associé pour créer une société qui va faire le travail du grain avec une autre coopérative et un négociant du territoire. Donc, c'est un peu bizarre, une coopérative, des négociants qui s'associent. Mais derrière, ça nous permet de dire sur le territoire, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut créer de la valeur ajoutée. C'est comme des agriculteurs qui travaillent ensemble en CUMA. Ils ont un objectif de création de valeur, d'achat de matériel en commun. Nous, c'est pareil, on a créé cette société pour travailler en commun et créer de la valeur ajoutée sur le territoire. Et alors qu'on est concurrents sur le terrain. Donc, c'est un exemple d'une démarche qui, si on n'était pas dans cette réflexion du territoire, de notion RSE, à mon avis, n'aurait jamais pu se faire hier. Donc, c'est une nouvelle réflexion qui est apportée par le biais de cet exemple. Oui, on voit des nouvelles recompositions des rôles. Ça répond bien à ce qu'avait présenté tout à l'heure André Thor sur les conflits potentiels, les nouvelles réorganisations des partenariats. Du coup, peut-être Amélie, est-ce qu'avec les autres entreprises, vous pouvez compléter un petit peu les exemples apportés par Tony Fouché? Bien sûr, avec plaisir. Et je vais repartager à nouveau mon écran parce que pour partager des chiffres, c'est toujours un petit peu plus facile avec un support. Hop. Voici. Normalement, vous devriez les avoir. Pour finir un petit peu sur la partie retombées socio-économiques et quantitatives, donc je vous ai présenté les résultats concernant COP de Mansle, mais donc il y avait 9 coopératives
participantes au programme. Et donc, vous voyez que ce sont les résultats pour chacune d'entre elles. Et au total, donc ces coopératives-là viennent générer sur le territoire en Nouvelle-Aquitaine plus de 555 millions d'euros donc de chiffre d'affaires. C'est ce que vous avez en bas à droite en termes d'impact totaux, direct, indirect et induit, et viennent soutenir donc plus de 3400 emplois sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine. Ce sont pour les résultats des 9 coopératives. Donc évidemment, chacune a eu ses résultats de manière détaillée. Et ensuite, on s'est posé la question, donc, avec la coopération agricole de Nouvelle-Aquitaine notamment, de l'ampleur que cela pouvait représenter à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine et donc pour les autres coopératives, comme vous le disiez, sur l'ensemble de la région. Et donc là, on a réalisé une extrapolation à partir des résultats. Et donc vous retrouvez le même format, si je puis dire, de présentation des résultats, qui permet de se rendre compte que pour les 250 coopératives donc, présentes en Nouvelle-Aquitaine, qui ont aujourd'hui un chiffre d'affaires cumulé de 6,9 milliards d'euros, en réalité, celles-ci vont générer donc, sur le territoire en Nouvelle-Aquitaine 14 milliards d'euros de chiffre d'affaires qui est généré sur le territoire. Et de la même manière sur les emplois, donc les 250 coopératives en Nouvelle-Aquitaine emploient les 7299 personnes que vous avez en haut à droite de la pyramide, mais en réalité, elles soutiennent en Nouvelle-Aquitaine plus de 100 000 emplois ETP. Donc on a réalisé ce travail-là pour se rendre compte de l'ampleur de l'ancrage territorial et du développement territorial de cet effet d'entraînement en fait, des coopératives en Nouvelle-Aquitaine sur le territoire. Donc, voilà, vous avez l'ensemble des résultats un peu détaillés ici. Et de la même manière, on a positionné la coopération agricole, disons les coopératives de Nouvelle-Aquitaine par rapport aux autres secteurs d'activité et de manière assez logique. Comme on le voyait pour Coop de Mansle, on se rend compte que les coopératives se situent disons, en haut du tableau et vont vraiment soutenir l'économie territoriale donc en Nouvelle-Aquitaine. Et quelques éléments un petit peu pour expliciter ça, c'est lié au modèle coopératif, puisque donc, voilà, les coopératives génèrent de forts effets d'entraînement sur l'économie nouvelle-aquitaine, on vient de le dire. Ceci s'explique notamment par le modèle coopératif qui a dans ses statuts, dans ses valeurs, un ancrage territorial qui est très fort, qui également sont particulièrement engagés sur leur chaîne d'approvisionnement et sur la localité de leurs fournisseurs. Les coopératives ont également des impacts importants en matière d'emploi. On l'a vu avec Coop de Mansle et puis également avec les autres coopératives. Et un point d'explication également réside dans l'intensité d'emploi du secteur agricole qui est relativement élevé, disons de manière générale. C'est un secteur qui emploie plus de personnes, par exemple, que d'autres secteurs qui sont peut-être plus de l'ordre des services. Un autre élément également qui a pu ressortir, c'est que les coopératives qui ont un taux de valeur ajoutée plus important vont avoir de plus forts effets d'entraînement sur l'économie régionale. Donc, cela s'explique globalement par des produits donc, à plus forte valeur ajoutée et qui donc vont générer ensuite un plus fort effet d'entraînement sur l'économie. Et je le disais déjà un petit peu juste avant, mais voilà, on s'attendait à ce que les coopératives, voilà, de par leur valeur, leur statut, aient un ancrage territorial fort, mais on ne s'attendait peut-être pas à cette ampleur-là. Et on ne s'attendait pas forcément non plus à se rendre compte que par rapport à des structures similaires du même secteur d'activité, elles démontrent vraiment des effets plus importants. Et on s'est vraiment rendu compte que les coopératives achetaient davantage localement que les structures non coopératives pour des mêmes secteurs d'activité. Et un petit point pour venir un petit peu contrebalancer ces résultats et puis ouvrir des perspectives aussi, c'est qu'on s'est rendu compte que la part d'importation dans les produits achetés localement est restée forte. J'entends par là que voilà, quand on va, prenons l'exemple de Coop de Mansle qui va acheter une machine, un outil agricole sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine, cette machine ne va pas forcément avoir été construite de A à Z en Nouvelle-Aquitaine, mais certaines pièces, certaines parties vont pouvoir provenir d'autres territoires. Et c'est cette partie-là qui a encore une part d'importation assez forte. Et donc un enjeu de relocalisation des filières pour avoir quelque part des produits 100% conçus sur le territoire. Donc voici pour les résultats toujours par rapport à cet ancrage territorial et puis sur les volets
autres, plus sur le volet environnemental, sur le volet social également. Il y a plein de bonnes pratiques qu'on a pu identifier à travers les entretiens et qui sont présents dans le guide, sur lequel je pourrais revenir peut-être plus tard si on a le temps. Oui, merci beaucoup Amélie. Juste avant de voir, enfin, effectivement, vous dressez deux résultats majeurs, je pense, qui reviendront dans la discussion, mais juste une petite question. Est-ce qu'il y a un effet de taille qui joue? C'est-à-dire que très souvent, on dit les coopératives de petite taille, elles sont plutôt sur les territoires, les grosses, comme elles attaquent des marchés plus à l'international, elles s'en détachent. Donc ça, est-ce que vous avez pu le mesurer? Est-ce que c'est exact? Ou est-ce qu'en fait, c'est une idée, une fois de plus, préconçue? Je pourrais laisser la parole aussi aux autres intervenants, mais en tout cas, à l'échelle du programme Trace, on s'est intéressé à 9 coopératives qui avaient des tailles, alors c'est variable, mais relativement proches. Par exemple, on n'a pas venu étudier une coopérative d'un très gros groupe. Certes, on s'intéressait aux aquaculteurs landais, mais les aquaculteurs landais ne spécifient pas à l'ensemble du groupe Aqualand. Mais ceci tout de même pour dire que cet ancrage territorial, on le retrouve, je crois, à l'échelle de n'importe quelle coopérative lorsqu'on vient s'intéresser vraiment à sa localisation et son emplacement sur le territoire, parce que même les plus grands groupes ont un ancrage local fort à travers leurs adhérents et leurs agriculteurs. Mais peut-être que voilà, les autres intervenants auront également un éclairage là-dessus. On va leur demander. Moi, ce que je note, c'est que les coopératives semblent avoir des achats plus locaux que les autres entreprises. Donc, ça, c'est intéressant. Et puis, la question de la relocalisation des filières. On est quand même en actualité Covid. On parle de souveraineté alimentaire. Donc, ça, je pense qu'on va peut-être pouvoir revenir. Donc, je vais d'abord me tourner vers André Thor avant de voir avec Dominique Chargé. Qu'est-ce que ça vous inspire, justement ces résultats et comment finalement vous percevez cette étude, l'intérêt, et puis peut-être les pistes de réflexion à mener? Moi, j'ai découvert cette étude ces derniers jours. J'étais très impressionné, vraiment. Donc, pourquoi très impressionné? D'abord parce qu'il y a une rigueur dans la maîtrise d'un outil, quand même, quelque part. Donc, on ne parle pas en l'air. Et ça, c'est quand même intéressant. Deuxièmement, c'est l'intérêt des résultats. Intérêt des résultats parce qu'on voit bien, comme l'a bien montré Amélie, on voit bien la position des coopératives et à quel point les coopératives sont capables de générer un effet d'entraînement sur leur territoire. Ça, c'est extrêmement intéressant, c'est puissant et ça vaut le coup de le montrer. Ça vaut le coup de le montrer et de le faire savoir. Alors après, dans ce qui a été présenté dans la discussion, et également par rapport à ce qu'a dit Tony, il y a deux éléments qui m'intéressent, qui m'ont interpellé. Le premier, c'est le fait de dire, finalement, on a mené des actions au niveau local avec des concurrents, mais comme on est sur le territoire, on a coopéré. Nous, c'est ce qu'on appelle, on a un terme un peu barbare, nous les économistes ou les gestionnaires, là, on appelle ça la coopétition. Alors, ce n'est pas trop beau, mais ça veut dire un mélange de coopération et de compétition. Et ce mélange de coopération et de concurrence, eh bien, il est le gage, ou il est la caractéristique des firmes qui sont ancrées localement et en particulier, en l'occurrence ici, des coopératives. Parce que, comme j'ai essayé de le dire tout à l'heure, quand on raisonne au niveau d'un territoire, ce qui est les grandes dimensions de concurrence qu'on va retrouver à d'autres endroits, sur d'autres marchés, ne s'appliquent pas toujours au niveau du territoire. Et souvent, on est amené à coopérer, à travailler ensemble pour avoir des stratégies locales. Ça, c'est la première chose. La deuxième remarque, elle est liée à ce qu'a dit Amélie à l'instant, et en particulier à ce que vous dites sur la relocalisation. Donc, on voit que les COP achètent davantage au niveau local que les structures non coopératives. Donc, ça, c'est particulièrement intéressant. Ça recoupe bien l'idée que les COP ont des racines dans les territoires et qu'elles tissent tout ce réseau et qu'elles sont finalement capables de se mettre en relation et de pomper les ressources locales et de les valoriser, c'est-à-dire de leur donner une visibilité. Ça, c'est extrêmement important. Après, on dit, mais il y a une partie
qui vient des importations, etc. C'est normal, parce que cette partie-là, à mon sens, elle porte en particulier sur des questions de matériel et de machines, et donc ces matériels et ces machines ne sont souvent pas disponibles, même non seulement au niveau local, mais même au niveau national. Et donc là, on rentre bien dans l'innovation qui n'est pas l'innovation territoriale, c'est-à-dire c'est le high-tech, et c'est du high-tech qui se crée dans quelques endroits dans le monde et qui se diffuse partout de proche en proche, y compris dans les coopératives, y compris dans nos activités quotidiennes. Il ne faut pas s'inquiéter de ça, je dirais. Ce dont il faut s'inquiéter, c'est surtout de développer toutes les autres innovations territoriales et tout le réseau territorial afin d'être lié au niveau local et de pouvoir créer cette valeur ajoutée et de la mettre en fonctionnement. Après, on n'est pas obligé d'arriver à créer localement une machine extrêmement performante. Et ça serait même complètement stupide. S'il y a un endroit dans le monde où on sait très bien les faire et les inventer et qu'on peut les reproduire, il n'y a pas de raison de devoir refaire ça au niveau local. Donc, ce qui est très important, c'est la dimension d'innovation territoriale dans le cadre du développement territorial. Oui, merci André. Je crois que c'est vraiment très, très important effectivement de souligner à la fois ce qui fait territoire et ce qui fait sens entre les acteurs par le fait de liens, mettre aussi en capacité de relocaliser sans toutefois s'enfermer et donc de garder sa capacité de décision. Je crois que c'est vraiment la grande distinction sur souveraineté, autarcisme. Et là, on voit effectivement, comme tu le dis, comme tu l'as bien souligné, ce travail montre bien le poids de la coopération et la vigueur qu'elle donne au territoire et à la dynamique territoriale. Donc, Dominique, comment vous percevez ça? Vous l'avez annoncé tout à l'heure, hein, vous êtes agriculteur avant tout. Moi, je crois que c'est vraiment important. Moi qui côtoie les coopératives maintenant depuis quelques années, hein, on voit toujours des présidents, des administrateurs qui revendiquent ce statut d'abord d'être agriculteur et après de donner au collectif de manière même des fois très importante. Donc, comment ça vous nourrit et quelles sont finalement aussi les perspectives que vous y voyez? D'abord, je voudrais dire deux choses. Vous m'entendez là, hein? Oui. Je voudrais dire deux choses par rapport au débat qui vient d'avoir lieu et aux différentes interventions. On parle de relocalisation. Je trouve que c'est un terme approprié. Mais ce que je voudrais dire avant ça, c'est que les coopératives sont des entreprises des territoires qui appartiennent aux agriculteurs. Donc, le capital de la coopérative, c'est un capital qui appartient aux agriculteurs, qui est lié directement. On a coutume de dire aussi, et pour moi, c'est très fort, que la coopérative, dont je suis adhérent, est le prolongement de mon exploitation et que nous avons choisi finalement de faire à 10, à 20, à 200 ou à 1000, ce que nous n'avons pas souhaité à un moment faire seul parce que c'était pour nous plus simple de le faire collectivement. Donc, en cela, ce que je veux dire, c'est que les coopératives, de par leur structure et leurs fondamentaux, elles ne sont pas délocalisables. Donc, il n'est pas question de dire on va relocaliser les coopératives. Elles ne sont pas délocalisables, elles ne sont pas opéables. Ce sont des outils ancrés sur les territoires. Ce qui, en revanche, peut être délocalisable, c'est ce qui constitue quelque part, j'allais dire, le cœur de nos activités parce que nous n'y aurions plus j'allais dire, un intérêt où nous ne serions plus compétitifs pour pouvoir poursuivre nos activités. Je pense que ce sont les raisons qui ont sans doute amené la coopérative de Mansle à segmenter, différencier son approche pour se positionner sur des marchés innovants, sur des marchés nouveaux. On voit bien aujourd'hui que ce qui fait le cœur de l'actualité, c'est effectivement ce qu'on appelle la restauration, la reconquête de cette souveraineté alimentaire, parce qu'il y a effectivement des productions aujourd'hui qui constituent une part importante de l'alimentation des Français et qui sont importées. Je pense qu'on ne sait pas forcément, mais la moitié, à peu près un peu plus de la moitié des fruits et légumes que nous consommons sont aujourd'hui importés. Et il y a certaines catégories de légumes sur lesquelles nous avons perdu des parts de marché, sur lesquelles les importations se sont développées alors que la consommation se développe en France. C'est vrai aussi pour les poulets qui constituent notamment la majeure partie de l'approvisionnement de toute la restauration hors domicile. Il y a plein d'exemples comme ça où la production française a reculé ces dernières années
au profit d'importations. Et donc, ce qui pour nous est un vrai enjeu, c'est d'être capable de garder ces marchés, de les reconquérir, et bien sûr, en mettant en même temps en œuvre ce que sont la nécessité des transitions agroécologiques et évidemment garder cette compétitivité sur nos filières. Ce qui a été dit tout à l'heure aussi, qui est intéressant, ça a été dit par André Thor, c'est l'innovation est dans les territoires. Moi, je partage complètement cette conviction. Alors, il existe de la recherche et de l'innovation fondamentale à quelques endroits. Je pense qu'André Thor étant à l'INRAE, c'est parfaitement de quoi il s'agit. En revanche, ce qui est important, c'est de bien mesurer à quel point aujourd'hui, la réponse à apporter à un adhérent de coopérative ou à une coopérative dans sa stratégie est une réponse qui est réindividualisée et qui est aujourd'hui beaucoup moins standardisée qu'elle ne l'était il y a 40 ans. Je pense que le développement de la production agricole et de l'alimentation française en quantité sur les 50 dernières années, immédiatement après l'après-guerre, elle s'est faite sur des modèles et des itinéraires techniques extrêmement standardisés, d'ailleurs qui faisaient extrêmement appel à du renfort, j'allais dire, du soutien de produits chimiques. Aujourd'hui, on est dans une autre approche. La société nous demande autre chose. Nous devons déstandardiser ces approches et passer à des approches en termes de réponse à la mise en place des transitions ou des solutions alternatives, donc en réponse aux transitions agroécologiques, notamment aussi par rapport à ce qui se passe et dont on ne peut pas, ne pas parler, qui est le changement climatique et les effets du changement climatique. Aujourd'hui, les réponses à apporter et les adaptations stratégiques à faire dans nos coopératives et les réponses à apporter au choix ou à l'accompagnement des agriculteurs, elle est extrêmement, ce que j'appelle moi, déstandardisée. Et on revient à des approches qui sont beaucoup plus globales, qui sont beaucoup plus, j'allais dire, en lien avec ce qu'est tout l'écosystème d'une exploitation pour trouver une réponse appropriée à ce que sont d'abord tout ce qui fait le cadre de l'écosystème de l'exploitation, mais aussi le choix des exploitants. Et donc, on est dans une approche plus globale. Et finalement, à une réponse très déstandardisée aujourd'hui dans le cadre des solutions à apporter, on a pratiquement 400 000 solutions, situations particulières, c'est-à-dire autant de solutions que d'exploitations, parce qu'il va falloir finalement pratiquement trouver une adaptation, une solution par rapport à une problématique d'exploitation en France. Donc, on est aujourd'hui dans c'est pour ça que cette référence à l'innovation dans les territoires, l'innovation dans les exploitations, moi j'y suis très sensible. Et j'ai d'ailleurs suggéré au président directeur général de l'INRAE, lors de son renouvellement de mandat, de beaucoup plus aller chercher cette innovation au cœur des territoires et au cœur des exploitations. La coopérative dont je suis vice-président, Terrena, qui est engagé depuis maintenant une quinzaine d'années dans ce qu'on a appelé à l'origine la transition, enfin l'agriculture écologiquement intensive, pour faire appel à ce qu'était le concept de Michel Griffon. Eh bien, nous nous sommes engagés finalement dans la mise en place de ces solutions alternatives et des réponses individualisées, et beaucoup de solutions alternatives que nous utilisons aujourd'hui dans la coopérative. D'ailleurs, certaines ont trouvé leur place aujourd'hui dans ce qu'on appelle les solutions CEPP. Eh bien, sont des solutions qui ont été mises au point, qui ont été imaginées par des agriculteurs qui étaient en recherche dans leur exploitation pour améliorer finalement, eux aussi, ce que vous avez appelé, que j'ai noté, ce bien-être et cette richesse des acteurs des territoires. Donc ça, c'est extrêmement important. Ce qui nous a amené, et je vais terminer là-dessus, à complètement, quand j'ai pris la présidence de la coopération, enfin de COP de France à l'époque, qui est devenue la coopération agricole dans l'année 2019, nous avons déjà voulu, en faisant ce choix de changer de nom, incarner beaucoup plus justement cette dynamique, cette action sur les territoires en s'appelant la coopération agricole et sortir d'un nom et d'une représentation beaucoup plus institutionnelle, beaucoup plus, j'allais dire, défensive, pour rentrer dans une posture beaucoup plus ouverte, beaucoup plus, constructive et proactive finalement face aux grands enjeux beaucoup plus inclusifs, c'est ça que je cherchais comme terme, des grands enjeux que sont les enjeux de société aujourd'hui, celui du défi climatique, des transitions agroécologiques, du défi énergétique, tous ceux que vous avez cités. Et donc, nous avons revisité notre raison d'être et notre stratégie collective. Et en revisitant notre raison d'être,
nous sommes arrivés, nous avons fait participer l'ensemble des acteurs du monde coopératif, l'ensemble de nos 2300 coopératives, dont je ne l'ai pas dit, mais c'est important de le noter. 93% sont des TPE et des PME. Donc, effectivement, il y a peut-être une différence d'approche pour certaines grosses coopératives, mais leur ancrage territorial et la dynamique territoriale, je pense qu'elle est la même. Ce que fait aujourd'hui de manière très scientifique Amélie, nous l'avions tous par intuition et c'est très intéressant de pouvoir le mesurer parce que c'est important effectivement de prendre conscience de ce qu'est l'action d'une coopérative sur son territoire. Mais je reviens à notre raison d'être. Cette raison d'être que nous avons bâtie avec l'ensemble des acteurs du mouvement coopératif, elle devient bâtisseur solidaire d'une alimentation durable et de territoires vivants. Je ne vais pas trop développer, mais chaque mot constituant cette raison d'être a un sens. Bâtisseur, c'est pour s'identifier dans la durée. Nous sommes des entreprises ancrées sur les territoires. Solidaires, évidemment, ça nous colle parce que nous sommes, solidarité fait partie de nos valeurs fondamentales. Alimentation durable, où nous souhaitons, avec cette identification, qu'une alimentation issue d'un processus et qui est développée, qui est produite par une coopérative, soit synonyme de réassurance et de confiance auprès des consommateurs. Et territoire vivant, parce que nous voulons que les coopératives soient beaucoup plus actrices au sens du rôle qu'elles doivent jouer au-delà de la production et de la transformation de l'activité, enfin de l'activité agricole et agroalimentaire, jouer un rôle beaucoup plus important dans, j'allais dire, la vie des territoires au sens large. Donc, cette raison d'être, nous l'avons bâtie. Nous avons développé une stratégie dans laquelle un des points forts a été ce que vous avez évoqué, Monsieur Thor, la coopétition. Nous devons plus collaborer entre coopératives sur les territoires pour améliorer notre performance globale et puis pour répondre à ce que sont, par exemple, les grands enjeux de la transition énergétique et avoir une optimisation logistique sur les territoires. C'est, par exemple, un des points forts de notre stratégie aujourd'hui. Donc, ce changement de nom, cette nouvelle identité à travers notre raison d'être, eh bien, c'est ce que nous souhaitons renvoyer à l'ensemble de nos parties prenantes comme image, comme étant l'expression de ce que nous souhaitons faire ensemble et de ce que nous souhaitons apporter aujourd'hui à la société, tout en remplissant ce que sont nos missions de base, celle d'être des acteurs qui permettent le maintien, le développement de l'activité agricole et agroalimentaire. Agroalimentaire n'est pas un mot banni. Agroalimentaire, c'est la transformation de la production agricole pour qu'elle devienne consommable, j'allais dire, pour qu'elle soit portée sur les marchés, les différents marchés, que ce soit des marchés locaux ou internationaux. Là encore, je pense qu'il ne faut pas opposer. La dynamique est locale, les marchés, pour un tas de raisons, parce que certaines filières répondent à des obligations qui sont beaucoup plus macro, qui sont beaucoup plus internationales. Eh bien, il y a des enjeux internationaux sur certaines filières, beaucoup plus que sur d'autres, mais l'enjeu et la dynamique, elle est locale. Le marché peut être d'ordre local ou international. En tout cas, une de nos approches en termes de souveraineté alimentaire, c'est celle aussi de s'atteler, de se pencher sur cette relocalisation de la production, cette relocalisation des outils de transformation et de répondre finalement à ce que la société attend aujourd'hui des coopératives, c'est celle d'être des acteurs locaux du développement et de la vie des territoires. Voilà un petit peu ce qui nous motive, avec évidemment, sans perdre de vue, ce qu'est la nécessité de cette compétitivité, l'équation compétitivité-transition, parce que sans compétitivité, nous le voyons bien, il ne peut pas y avoir d'action durable sur les territoires. Voilà un petit peu ce qui nous mobilise aujourd'hui. J'ai déjà parlé tout à l'heure de l'attractivité, du renouvellement de génération et de l'attractivité de nos métiers. C'est un des facteurs aussi importants qui doit permettre de perpétuer cette action, cette dynamique locale des coopératives sur les territoires. Merci beaucoup, Dominique. Je crois que voilà, vous avez grandement témoigné de la force coopérative pour répondre aux enjeux et finalement aussi comment elle s'y attelle. Donc, en fait, on avait deux témoignages de coopératives qui sont vraiment très intéressants, mais peut-être on va regarder, je crois qu'il y a beaucoup de questions sur le chat. On va laisser la parole peut-être à Cécile pour retransmettre un petit peu les questions et revenir un petit peu sur la discussion.
Oui, quelques questions en effet, Marlene. Donc déjà, on voit qu'il y a des mookers qui viennent du monde entier. On a des personnes d'Haïti, on a des personnes du Bénin. Donc bonjour vraiment à tout le monde et de vous être connectés aujourd'hui, bravo. On nous dit innover, c'est bien, mais effectivement, attention à ne pas perdre la spécificité des produits du terroir. Est-ce que innovation rentre en opposition avec spécificité produit du terroir et finalement, est-ce que cette spécificité du terroir n'est pas un avantage concurrentiel à garder? Est-ce qu'on peut opposer ces deux choses ou pas? Est-ce qu'on peut garder une spécificité terroir tout en innovant? Alors, qui veut répondre? Je crois qu'André lève la main. Oui, je vais laisser André, mais moi, je veux bien dire un mot si j'ai… Oui, mon micro est encore ouvert. Non, moi, je pense qu'il ne faut pas opposer. Je vais encore citer un autre exemple en m'appuyant sur ma coopérative. Nous sommes actuellement… notre coopérative est plutôt de ce qu'on appellerait une grosse taille, Terrena. Ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de redéployer autant de projets territoriaux, autant de projets locaux que nous avons de bassin de vie. Bassin de vie, c'est la plus petite entité de gouvernance de notre coopérative. Ce sont des acteurs locaux. Alors, sur une coopérative comme Terrena, il y a une trentaine de bassins de vie. Donc, nous sommes en train de redéployer une trentaine de projets locaux, de projets territoriaux. Et le projet local qui touche l'endroit où je suis moi et qui est autour d'Ancenis, eh bien, c'est d'aller voir les différentes collectivités territoriales, les différentes cantines de ces collectivités territoriales et de travailler avec elles pour un réapprovisionnement local sur les produits de la coopérative. Voilà, par exemple, alors ça ne répond pas forcément à votre question, mais voilà un exemple d'action qui permet finalement de redynamiser une économie locale et finalement de remettre en lien des acteurs locaux autour d'un projet de territoire. Et donc, les poulets labels produits sur mon exploitation aujourd'hui pourront en partie, mais ce n'est pas exclusif évidemment, être consommés dans le cadre de cette nouvelle dynamique que nous sommes en train de construire avec les collectivités territoriales pour l'approvisionnement des cantines de tout ce que sont les collectivités de mon territoire. Voilà. Oui, moi, je voulais juste rajouter un mot qui va tout à fait dans le même sens. En fait, la tradition, en particulier dans les questions alimentaires, agroalimentaires, c'est très important, évidemment. Mais ce qui importe, c'est de l'amener au consommateur maintenant. Et l'innovation, elle sert à ça. Elle sert à faire qu'une tradition ne reste pas culinaire, par exemple, ou alimentaire, ne reste pas enfermée dans un lieu sans que personne puisse en profiter, mais d'abord de la réinventer pour la donner à voir, et deuxièmement, de l'acheminer jusqu'au consommateur. Et par exemple, les circuits courts, les circuits intermédiaires, tout ça, c'est des innovations qui permettent d'apporter ces innovations jusqu'au consommateur. Donc l'innovation, elle doit se mettre, si on axe sur la tradition, elle doit se mettre au service des produits d'origine ou de tradition. Marilyn, si tu permets, je veux bien ajouter un dernier mot. Moi, je pense que nous devons aussi être tournés vers ce que sont les évolutions de tendances de consommation. Évidemment, je suis producteur d'un certain nombre nous sommes des producteurs, qui aimons conserver certaines traditions dans les traditions gastronomiques et culinaires françaises. En revanche, ce que je constate, c'est que les poulets que nous produisons sont de moins en moins consommés autour d'un cercle familial et donc en pack entier. C'est-à-dire que finalement, pour répondre aux demandes du marché aujourd'hui, nous sommes obligés de plus en plus découper nos poulets, même nos poulets labels, ce qui n'était pas vrai il y a 20 ans, ce qui était beaucoup moins vrai il y a 20 ans. Donc, nous devons aussi nous adapter à ce que sont les évolutions et tendances de consommation. Je vais prendre un autre exemple, c'est celui de la consommation de viande bovine. On sait très bien aujourd'hui que le seul segment qui se développe aujourd'hui sur la consommation de viande bovine, c'est le steak haché, notamment parce que les jeunes générations consomment de plus en plus de préparation rapide de fast-food parce que c'est leur façon de consommer. Et je pense que nous devons adapter aussi nos produits, nous devons adapter quelque part peut-être nos traditions, nos façons de faire, nos process à ce que sont les nouvelles, à ce que sont les évolutions de la consommation pour répondre aussi finalement ces évolutions de consommation et de répondre à des évolutions, à des nouvelles tendances de société en termes de mobilité, en termes, de liens sociaux, etc. Donc, nous devons nous adapter à ça. Ce qui est important, c'est que nous ne perdions pas ce lien au local, ce lien à la production et que nous conservions bien, au contraire, que nous améliorions même toute l'éducation
autour de cette alimentation, autour du fait que cette alimentation est issue d'une agriculture et que nous fassions mieux connaître ce que sont les évolutions de tout ce que fait aujourd'hui l'agriculture pour bien nourrir nos compatriotes et pour bien nourrir tous les citoyens du monde. Tout à fait. Merci beaucoup, Dominique. Est-ce qu'une autre personne veut réagir? Je vois que le temps passe. Donc, est-ce qu'il y a une dernière question, Cécile? Parce qu'on va être obligé donc, de conclure, mais allons-y. Une dernière question qui concerne peut-être un peu plus la France, qui est de savoir si finalement les coopératives ont un pouvoir de négociation, que ce soit dans la construction, la reconstruction de la PAC, donc peut-être préciser pour nos mookers ce qu'est la PAC. Et dans le cadre de la loi Egalim, on nous demande si les coopératives ont un pouvoir de négociation. Préciser aussi ce qui est Egalim pour nos mookers. Voilà. Je vais essayer de m'y coller. La PAC, c'est la politique agricole commune. La politique agricole commune, elle est issue, j'allais dire, des politiques. C'est la première et la politique agricole communautaire, donc européenne, la plus intégrée depuis que l'Europe existe, c'est-à-dire la fin des années 50, le début des années 60. Cette politique agricole commune, elle a accompagné finalement ce que les décideurs publics européens souhaitaient faire de l'agriculture, ce dont ils attendaient de l'agriculture. Donc ça s'est beaucoup matérialisé on va dire, jusqu'au milieu des années 80, début des années 90, par le développement de la production. Et puis, petit à petit, ça bascule sur d'autres, j'allais dire, attentes du monde agricole envers la société et envers l'alimentation, et beaucoup plus sur j'allais dire, de la qualité, évidemment les questions environnementales et puis peut-être de plus en plus aussi les questions sociétales qui vont aujourd'hui prendre le pas dans cette… Est-ce que vous m'entendez toujours? Eh bien non. Si on entend. Mais oui, on entend, mais je crois que c'est quelqu'un qui a partagé son écran, donc on va essayer. D'accord. Voilà. Donc voilà, oui, ça… Voilà, donc cette politique agricole commune, elle est aujourd'hui à une nouvelle phase de son histoire et effectivement, elle est en discussion pour savoir à la fois ce qui doit rester en termes d'accompagnement de la production et en termes d'accompagnement finalement d'évolution de l'agriculture pour répondre à ce que les décideurs publics souhaitent comme évolution pour l'agriculture et l'alimentation. Donc oui, la coopération agricole française, mais aussi européenne, est un des acteurs qui fait partie, j'allais dire, du tour de table aujourd'hui que consultent les différents décideurs et en France le ministre de l'Agriculture pour réfléchir ensemble sur ce qu'il serait utile et approprié de faire avec la politique agricole commune. Donc je vous dis oui, nous le faisons. En ce qui concerne Egalim, c'est une loi française qui a été votée il y a maintenant 3 ans et qui effectivement souhaite remettre au cœur, j'allais dire, des préoccupations dans les relations commerciales entre les différents acteurs de la chaîne alimentaire, la rémunération, la valorisation de la production agricole, notamment ça. D'autres choses, mais notamment ça. Effectivement, ça a beaucoup de mal à aboutir à des choses concluantes et positives. Et donc, il y a tout un débat aujourd'hui autour de l'utilité, la nécessité éventuellement d'aller plus loin dans la loi Egalim pour faire en sorte que les agriculteurs soient mieux rémunérés, mieux considérés pour leur acte de production, d'autant que tout ce qui s'est passé dernièrement avec la crise Covid a remis le côté indispensable de leur activité au service de la nourriture de nos concitoyens et donc leur utilité pour la nation. Voilà, donc ce sont deux effectivement grands enjeux pour lesquels la coopération agricole est évidemment impliquée dans les différents échanges et les différents débats et pour lesquels évidemment elle défend ses positions liées à l'action des coopératives sur les territoires et auprès des agriculteurs et sur l'ensemble de la chaîne alimentaire pour bien alimenter nos compatriotes. Merci beaucoup, Dominique. Est-ce que vous souhaitez rajouter un autre commentaire? Je vois Tony, Amélie, peut-être? Non? Écoutez, on va peut-être conclure. Les questions, désolé, hein, le temps est passé très très vite. Je voudrais juste saluer, si tu permets, Marilyn, saluer tous nos participants de l'Afrique de l'Ouest que j'ai repérés, de l'Afrique d'une manière générale et de l'Afrique de l'Ouest, parce que avant agriculteur, j'y ai passé un petit moment et j'avais beaucoup apprécié. Je n'y retourne pas suffisamment souvent à mon goût, donc je voudrais les lever très amicalement et très chaleureusement. Merci Dominique, oui, tu as bien raison.
On est peut-être à distance, mais le lien social, il est important et on peut le conserver exactement, quoi. Donc, écoutez, on arrive à la fin de cette conférence. Moi, voilà, on s'associe pour vraiment remercier tous les apprenants parce qu'on a eu beaucoup de messages de soutien, on a eu beaucoup d'échanges très riches. Pour les questions qui auraient été ou les petits messages privés, on y répondra, on va enregistrer, on gardera tout ça et on vous y répondra individuellement. Cette conférence, elle a été enregistrée, elle sera disponible bien sûr sur YouTube. Alors, je remercie les MOOCers, je remercie aussi l'équipe, toute l'équipe qui a permis que ce MOOC existe. Et grâce à LCA, à Solutions Plus, sur FunMOOC. Merci beaucoup aux partenaires comme Agrinium, Bordeaux Sciences Agro et l'Académie d'agriculture, COP/FR, le Haut Conseil de la coopération agricole et le réseau rural. Et voilà, on a la liste. Merci beaucoup aux intervenants de cette table ronde. C'était vraiment passionnant. Vous nous avez partagé des éléments concrets pour montrer le poids des coopératives sur les territoires, la valeur ajoutée de ces coopératives, la façon dont, petites ou grandes, elles œuvraient pour le bien-être de tous. Et c'était vraiment très, très intéressant. Donc, un très grand merci et j'espère à vous retrouver une prochaine fois. Voilà, merci encore. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci. Bonne fin de journée. Au revoir. Prenez soin de vous. Au revoir. Merci à tous. Au revoir.